Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver chers abonnés. Nous sommes vendredi 2 juin, bon, je suis au travail, vous voyez, j'en profite pour faire cette petite vidéo qui va regrouper quelques courtes sessions TikTok. Enfin, c'est une activité triste à en mourir. Je vais évoquer le cas de cette infirmière tuée par un fou qui avait été relâché. Alors c'est très particulier, vous verrez, mais les fous on ne les garde pas longtemps. Et au bout de 3 ans, souvent ils sont relâchés. Et ils remettent ça avec des coups de couteau. Bref. La deuxième mini-vidéo, c'est Macron qui demande à ce que les migrants de Paris, encore fallait-il ne pas les laisser venir, eh ben, on va vider les foyers, on va vider les hôtels, répartir tout ça dans les campagnes, car il va y avoir les Jeux Olympiques et il ne faut pas que les touristes voient la poubelle qui est devenue Paris. Bon. Ensuite, une vidéo qui reprend un petit peu, ben oui, rappelez-vous le 29 mai 2005, la fameuse élection, le fameux référendum concernant le contrat pour l'Union européenne, qui a été refusé à pratiquement 55%, et qui ensuite sera trahi. Et enfin, les citoyens français seront trahis et ce vote populaire sera désavoué par Sarkozy 2 ans après. Bref. Un duo que j'ai repéré, j'ai fait un duo avec une personne que j'ai repéré, un gilet jaune certainement, qui explique bien ce qu'est les différents pouvoirs et le quatrième pouvoir, le pouvoir des médias, mais qui est dirigé par des milliardaires. Et bien évidemment, les journalistes, eux, vont être... j'en dis pas plus. Et puis, une vidéo, je crois, de hier. Elisabeth Borne, fait diversion. Elle parle du RN, héritier de Pétain. C'est bien mal connaître l'histoire. Ou plutôt, elle cherche à mentir, à faire diversion, car son action politique n'est pas très évidente, très intéressante. Il n'y a aucun résultat, au contraire, ils sont négatifs. Donc, c'est tellement facile d'aller diaboliser un parti en omettant beaucoup de choses. Elle qui vient du Parti Socialiste, du parti de Mitterrand, elle oublie que Mitterrand avait été décoré de la Francisque, qu'il recevait Bousquet, celui qui a fait la rafle du Veldiv, et après elle vient donner des leçons de pétainisme, franchement. Bref, allez, je vous laisse regarder en tous les cas. Merci pour vos commentaires, merci pour ceux qui continuent encore à me suivre, et puis à très bientôt. Au revoir. Bien. Aujourd'hui, bonjour TikTok, je vous parle de quelque chose de très triste et de horrible, ce qui s'est passé lundi à l'hôpital de Reims. Oui, elle était gentille, simple, drôle, ce sont les mots des proches de Karine Mézineau, quand ils se souviennent de cette infirmière de 37 ans, mortellement agressée dans ce CHU de Reims. Une secrétaire médicale également a été blessée. Donc elle s'appelait Karen Thibault, de son nom de jeune fille, elle était mère de 2 enfants, je vous ai dit 37 ans, et habitait avec sa famille dans un petit village à l'ouest de Reims. Donc elle prend son service lundi en début d'après-midi. Elle se consacre, elle est dévouée, c'est une infirmière dévouée. Sa vocation, c'est soigner les malades. Elle se rend donc au vestiaire pour mettre sa blouse, mais problème, la porte est restée ouverte, la porte du vestiaire. Elle finit de se changer, un homme fait éruption. Qui est-ce? Que fait-il là? Il y a un air étrange et surtout il semble murmurer tout seul. Il s'approche lentement. Karen remarque une lame brillante dans sa main. C'est un couteau, elle n'a pas le temps d'appeler au secours. L'homme lève son couteau de cuisine, la frappe. Il enfonce sa lame dans le torse de Karen, puis dans son abdomen, frappe encore ses cuisses. Elle hurle, se débat, s'effondre. Une autre femme, donc la secrétaire médicale, est grièvement blessée par l'agresseur. Elle crie aussi à son tour. L'agresseur quitte le vestiaire, sort par la cour. Mais malheureusement, Karen mourra dans la nuit de lundi à mardi, malgré tous les efforts des médecins.
Elle laisse son mari, ses 2 enfants de 8 et 11 ans. Le suspect est irresponsable. Il a été rattrapé quelques dizaines de mètres pendant sa fuite. Il se prénomme Franck, comme moi. C'est un homme de 59 ans et il serait schizophrène. Mais, il était déjà connu de la police. En 2017, il avait attaqué 4 personnes au couteau. Et pire, en 2022, il a bénéficié d'un non-lieu car il a été reconnu irresponsable pénalement par le procureur de la République. Donc il était interné d'office pendant 3 ans, mais ce lundi, il était libre et il a pu tuer. Alors qui est responsable? Il y a un principe en France, si vous voulez, c'est qu'on ne juge pas les fous, c'est une règle ancienne qui date de l'Empire romain. Donc, quand il y a enquête, les magistrats font appel à des psychiatres pour expertiser les suspects. Donc, il y a 2 choses. Soit il y a un discernement altéré, ce qui constituerait une circonstance atténuante et donc la peine serait réduite. Soit le discernement est vraiment absolu, et ce qui le rendrait complètement irresponsable pénalement. Mais lorsqu'on est responsable pénalement, on n'est pas relâché dans la nature. Hein. On est hospitalisé d'office dans des établissements, ça s'appelle UMD pour les malades les plus graves, ou dans un UHSA pour les moins graves. Alors, il faut savoir quand même que les activités sont obligatoires dans ces établissements, qu'il est impossible d'y faire rentrer du cannabis et qu'il n'y a pas de télévision dans les chambres, à la différence des prisons. Bon, on pourrait dire que jusqu'ici, tout va bien, mais il y a un hic. Il n'y a pas de durée minimale d'emprisonnement. Quand vous êtes condamné en prison, il y a une durée précise, même malheureusement souvent raccourcie. Les malades mentaux n'ont pas de peine, donc la durée de leur hospitalisation est donc très variable. Tous les 6 mois, les médecins de l'unité de soins psychiatriques se réunissent et décident de la libération ou pas des malades. Ce qui revient à donner un immense pouvoir aux psychiatres. Et puis, bon, il faut se rendre compte qu'il y a un manque de place en psychiatrie, comme pour les prisons, et le nombre de lits en hôpital psychiatrique a été divisé par 2 depuis les années 90. C'est presque de la tiers-mondialisation. Alors, il y a de plus en plus de fous, de gens détraqués, et il y a de moins en moins de place. Voilà. Hein. Donc, il y a des situations aberrantes. On m'avait cité un homme schizophrène qui avait tué sa femme, reconnu responsable. Il n'est resté que 3 ans en unité spécialisée. Une fois libre, il en a profité pour poignarder sa nouvelle compagne. Oui, pourquoi se priver quand on a pris l'habitude, voilà. Bon, alors, François Braun, le ministère de la Santé, a déclaré qu'il exigerait désormais que les digicodes des portes des hôpitaux changent tous les 2 mois, parce que ça peut changer quelque chose, franchement, et de mettre de la lumière dans les parkings. Voilà. On pourrait dire qu'il pourrait peut-être fournir aussi des gilets pare-balles pour les soignants ou donner un port d'armes aux infirmières. Enfin bon, que des conneries, bien entendu. Le gouvernement tente de défendre son propre bilan et puis aussi le bilan de 30 ans d'erreurs, d'errements, et tous les précédents. Il faut changer le système, il faut mettre en place de la fermeté, il faut envisager peut-être une durée minimale de soins en fonction du crime commis, pour être certain que les criminels restent une durée minimum hospitalisée, qu'on ne les retrouve pas au bout de 3-4 ans dans la rue, de nouveau avec un couteau. Il faut investir de l'argent dans les lits d'hôpitaux psychiatriques. Eh oui, mais oui. Mais bon, on s'aperçoit que l'argent, il y en a pour financer, par exemple, j'ai lu ça, 15 000 € de frais de bouche mensuels du ministère de l'Outre-mer, alors qu'il y a 10 salariés. Oh, ils mangent du caviar tous les jours? Ou alors pour financer les urinoirs solaires de la mairie de Paris? Non. Si. Voilà. Bref, des solutions existent, mais il faut avoir une volonté du gouvernement pour protéger tous les citoyens, pour éviter d'être à la merci de tous les détraqués qui se baladent dans nos rues, simplement. Voilà. Mais bon, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. La santé des Français n'est pas prioritaire pour ce gouvernement. La santé et la sécurité, bien entendu. Sur ce, je vous laisse. J'espère ne pas avoir été trop triste, mais bon, c'est la vie de tous les jours. Ça peut arriver à chacun d'entre nous, donc je tenais à le signaler. C'est vrai que par rapport aux bimbos qui se montrent sur TikTok, ça fait une différence, mais bon, moi je ne vous donnerai pas des leçons de maquillage, mais je vous parle de choses importantes. Allez, sur ce, merci en tous les cas, merci pour vos commentaires, et merci, partagez un maximum, s'il vous plaît. Allez, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi 27 mai. Un tout petit point de détail, j'ouvre une parenthèse.
allez voir la vidéo précédente, tuée par un fou relâché par la justice. Elle n'a que 11 vues. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas visible par tout le monde. À vous de me dire, hein, par rapport à d'autres vidéos qui font 1000, 5000, 60 000. C'est très bizarre. Bref, vous me direz en commentaire. Bon, on va parler des sans-abri. Le gouvernement a exhorté ces mêmes sans-abri à quitter Paris avant la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques de 2024. Le ministre du Logement craint en effet que les sans-abri, traduire plutôt les migrants, ne gâchent l'aspect de la ville de Paris, qui est déjà dans un si triste état. Même ceux qui sont logés dans les hôtels sont invités à déguerpir illico presto. Il y a quelque chose d'assez ignoble et inconvenant. Cette demande est abjecte. Mais c'est toute la philosophie de la Macronie qui, une fois de plus, éclate au grand jour. Ce ne sont pas des gens à qui on va apprendre à être pudique et décent. Hein. Ils en sont incapables. Ils sont même obscènes, vous voyez. Il y a une certaine normalisation de leur aspect scabreux. La contestation est insupportable, qu'à cela ne tienne, on vide les Champs-Élysées pour le 14 juillet. Pour le 14 juillet, je disais pour le 8 mai plutôt. Hein, donc, hop, il n'y a plus de contestation, il n'y a plus de casserolade. La pauvreté est insoutenable. Eh bien, on fait la même chose. Il semblerait que la Macronie ait découvert ces derniers temps qu'il y a des sans-abri majoritairement africains et que ces derniers, effectivement, font relativement tâche dans notre capitale. Mais pourtant, et puis quelque part, si les étrangers viennent à Paris et voient tous ces migrants, quand on pense que Macron et sa clique se pressent de dire partout que tout va bien, qu'il n'y a plus de chômeurs, qu'il n'y a plus de misère, que grâce à Macron, tout va bien, voilà. Hein. C'est très bizarre, parce que Macron et sa clique se pressent d'accueillir, en les parents de toutes les qualités de la terre, forçant le trait humanitaire qu'il faut accueillir tous les docteurs et ingénieurs qui vont débarquer sur nos côtes, hein, et qui traitent de fascistes ceux qui disent arrêtez, il faut mettre un peu le haut là. Hein. Et d'un seul coup, hop, ces migrants à qui on déroule le tapis rouge, dans certains cas, eh ben on n'en veut plus, ils sont persona non grata, du balai, il faut faire le ménage. Voilà. Hein. Tout ce petit monde, évidemment, qui mettent des tentes un peu partout, qui s'installent, ces campements sauvages, ça commence à indisposer les autorités. La misère n'est acceptable que loin de ses yeux, et surtout chez les autres, mais pas chez soi. Hein. Voilà. Bien entendu, on sait très bien que ces responsables macronistes sont dépourvus d'humanité, de compassion. La Macronie, sous ses faux aspects de charité, quand ils font la leçon à la droite, à l'extrême droite, ne sont qu'un ramassis de menteurs dont la seule valeur est l'argent. D'ailleurs, ils sont prompts à écraser tous ceux qui se mettent en travers de leur route. Donc, pour en revenir à ces migrants, ces malheureux, c'était presque des héros quand ils arrivaient en France, les pauvres Syriens, et maintenant ça devient des parias nauséabonds qu'il faudrait répartir dans les campagnes, hein, voilà, bien sûr. Qu'en pensent d'ailleurs les associations d'aide aux migrants? La vérité est devenue si insoutenable, tellement impossible à dissimuler, qu'il faut la nier ou la déplacer pour qu'elle soit le moins possible visible, et donc on va la mettre dans nos campagnes. Quel drôle de régime que ce régime laissé en place avec la complicité de la gauche, des syndicats et de la presse. Les électeurs en moutons ont gobé la musique du moi ou le chaos. Mais ils ont les deux, ils ont Macron et le chaos. Les valeurs de notre société ont toutes été renversées, bafouées. Il n'y a plus de décence, plus de bon sens chez les gouvernants. Franchement, qu'est-ce qui reste avant le grand effondrement? On a déjà eu le grand remplacement, bien entendu. Puis quand on voit comment se comporte une partie des députés, franchement, où est le sursaut? Alors, dans le même temps, Macron s'inquiète de la décivilisation de la société. Oui, décivilisation de la société, avec la montée de la violence, notamment à l'encontre des élus, et aussi, le découvre-t-il avec un peu de retard, des professionnels de la santé et de la sécurité. Effectivement, il n'y a plus le respect de la blouse blanche, de l'uniforme, etc. Il y a vraiment un ensauvagement. Hein. Voilà.
Mais nous, on le connaît, nous, les gens du peuple, les petits commerçants, les instituteurs, les postiers, les pompiers, qui sont caillassés depuis des années, le savent. Hein. Mais ce qui est pire, c'est cet aveuglement que Macron a continué à avoir pendant ces 6 années, à vouloir ignorer la vérité. Lui-même, il a enfermé, blessé, méprisé, divisé, insulté, liquidé les services publics, dévalorisé l'instruction, le soin, l'art, la culture, l'histoire. Il a importé des analphabètes, des sauvages et des délinquants, et il ose parler de civilisation, alors qu'il est lui l'artisan zélé, oui, de l'ensauvagement et de la violence. La violence est devenue l'unique mode d'expression, car Macron a tué tous les contre-pouvoirs et anesthésié la vie démocratique. Il faut retrouver un Parlement qui retrouve sa raison d'être et suffisamment de bon sens pour le dégager, lui et toute la clique qui l'entoure, toute cette clique anti-France, mondialiste et aussi pro-immigration, anti-souveraineté de la France, couchée devant l'OTAN, devant Bruxelles, devant les États-Unis. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Cachez-moi la misère, on va l'exporter, on va la mettre dans les campagnes. Comme ça gênera pas Paris. Paris, plus belle ville, capitale du monde, tu parles. Capitale de l'insécurité, des déchets. Bref, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Allez, on va retourner travailler. Merci. Au plaisir. Au revoir. Bonjour à tous. Pour info, la vidéo que j'avais faite en duo, c'était une vidéo de TikTok avec le député européen Hervé Juvin concernant le graphène et les insectes, qui a dû faire 63 000 vues, a été bloquée par TikTok. Il y a des choses dont il ne faut pas parler. Bien, bref, nous sommes aujourd'hui le 30 mai. Hier, c'était le 29 mai. Certains n'y pensent plus, mais le 29 mai 2005, les Français votent à presque 55% contre le traité de la Constitution européenne. Évidemment, les tenants du oui étaient placés sous les projecteurs, les tenants du non étaient mis à l'écart des plateaux de télévision et des tribunes des journaux, mais malgré cette campagne médiatique partisane pour le oui, le non l'emporte et les Français sont traités de populistes. Voilà. Et puis, bien entendu, 3 ans plus tard, faisant fi du vote populaire, Nicolas Sarkozy modifie la Constitution et fait voter une loi qui permet de ratifier le traité de Lisbonne. Voilà. Alors, je répète un petit peu. Donc, ce 29 mai 2005, le traité constitutionnel européen était massivement rejeté par le référendum organisé en France au terme de plusieurs semaines d'intenses débats. En effet, la volonté populaire déferla sur la France et ce 25 mai, près de 15,5 millions d'électeurs votèrent contre le projet de loi établissant une constitution en Europe, battant à plate couture le camp du oui, avec exactement 54,68% des suffrages. Du côté de la droite, 80% de l'électorat UMP avait voté oui, tandis que 75% de celui du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers et 93% de celui du Front National à l'époque étaient pour le non, et à l'UMP, à part Nicolas Dupont-Aignan, c'était bien le seul qui avait voté pour le non à ce traité. 57% des hommes avaient voté non, contre 53% chez les femmes. Voilà. Hein. Il ne reste aujourd'hui que le sentiment d'un immense gâchis. La volonté des électeurs a été bafouée par les dirigeants politiques successifs. Et puis, bon, tous les journaleux, les éditorialistes, les intellectuels se sont acharnés à déformer les événements. Et, comment dire, le souhait exprimé nettement par les Français a été progressivement écarté et mis sous silence et même déformé par la caste au pouvoir. Et seulement maintenant, ça commence un petit peu à ressortir. Déjà à l'époque des Gilets jaunes, on a commencé à parler de la volonté populaire et non plus de celle des dirigeants politiques qui sont inféodés à Bruxelles, à l'OTAN, aux États-Unis, etc. Voilà, bon, c'était un petit rappel de mémoire, on s'est bien foutu de nous, et bien entendu, il n'y a plus jamais eu de référendum en France, car à l'époque, ils se sont pris une sacrée déculottée.
Bref, sur ce, eh ben, partagez pendant qu'il est encore temps. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en 4 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Donc ces gens-là... Donc ces gens ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que, imaginez sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait, bah écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je sais pas moi, dans le communisme. Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal? Non. Parce qu'il va à l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. Donc quand les journalistes disent qu'ils sont indépendants, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas indépendants. La preuve en est, dans le traitement médiatique, on voit bien que systématiquement, là regardez, on est en plein délire. Imaginez Kim Jong-un qui ferait des discours pendant 7-8 heures, qu'est-ce qu'on dirait pas? On dirait, bah c'est la Corée du Nord, on est dans une dictature. En France, on a un président qui monopolise les médias, qui est retransmis en direct pendant 7 heures. Et on ne trouve rien à redire. Et surtout, on nous dit que c'est un débat national. Mais monsieur, vous savez ce que veut dire le mot débat? Débat, vous et moi, nous débattons. Et c'est un débat contradictoire. Mais lorsque vous avez des gens qui posent des questions et que le président y répond, c'est une conférence. Parce que si vous enlevez le public... Et donc du coup, les médias sont complices de ça, quoi. Mais bien sûr, il n'y a qu'à voir la ligne des éditorialistes. Lorsque par exemple ils disent... Vous pensez à qui spécialement, à peu près? Quel journaliste spécifiquement? Je parle à Jean-Michel Apathy, vous prenez par exemple Yves Calvi. Regardez Yves Calvi ce qu'il fait sur CNews, lorsqu'il se permet de dénigrer les gilets jaunes. Est-ce qu'il est dans son rôle de journaliste? Je reçois quotidiennement des courriers de maman qui élève 2 enfants toute seule, qui gagne 1350 € par mois et qui voudraient pouvoir faire leurs courses normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de 8 semaines ça suffit. Le phénomène des gilets jaunes regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie, j'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Est-ce qu'il est un militant macroniste ou est-ce que c'est un journaliste? Je rappelle qu'il existe une charte, la charte de Munich, qui dit que les journalistes ont pour mission d'informer afin que la population puisse se faire sa propre... Et pour vous, ils n'informent pas? Ils n'informent pas. Ils font de la propagande ou quoi? Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc ce n'est pas Yves Calvi de me dire si les gilets jaunes c'est bien pour le pays ou pas. Lui il doit juste donner les informations afin que moi citoyen je me fasse ma propre opinion. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas, quel parti politique je dois voter ou pas. Ce n'est pas leur mission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour TikTok. Je voudrais revenir sur les propos d'Elisabeth Borne, qui vient de nouveau se distinguer dans l'abject et la soumission politiquement correcte. J'ai l'impression que, comme Macron d'ailleurs, et comme Darmanin, elle ne connaît pas l'histoire, ou feint de ne pas la connaître, qui est en réalité bien plus grave, car elle ment au peuple. Il faut vraiment que le Rassemblement national ait le vent en poupe pour qu'Elisabeth Borne en vienne à essayer de diaboliser de nouveau. Elle a déclaré que le RN est un parti héritier de Pétain. Une fois de plus, nos dirigeants de la Macronie s'illustrent par leur nullité intellectuelle grâce à leur volonté de nuire en faisant, le jeu de l'extrême gauche toujours plus violente. À juste titre, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont dénoncé des propos mensongers, injurieux, des propos infâmes, indignes. Voilà. Une première raison d'évidence, le Front National fut créé en 1972 et le RN il y a seulement quelques années. Donc les actuels députés RN que vous voyez sur vos écrans de télévision quand on montre l'Assemblée nationale n'étaient pour la plupart pas nés 20 ou 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ils sont tous nés largement après 1945, loin s'en faut. Et ils sont tous plus jeunes que moi. Et moi, je suis de 57, vous voyez. Elisabeth Borne voudrait donc faire croire que le Rassemblement national est le parti de la collaboration avec les régimes totalitaires. Hier, c'était le nazisme, aujourd'hui le poutinisme. Voilà. Elle appliquerait, en fin de compte, sans le savoir, la devise qu'on prête au ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Troisième Reich, qui disait
Plus le mensonge est gros, plus il passe, et oui. Elle accuse Marine Le Pen de réécrire l'histoire, mais elle oublie en outre que c'est une majorité de gauche qui a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 et que des personnalités d'extrême droite, de droite, ont immédiatement rejoint la résistance, eux. Oui, c'est la Chambre qui fit le Front populaire et les gros bataillons des radicaux socialistes, à l'époque ça s'appelait comme ça, ceux du Sénat, qui votèrent massivement les pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940, grâce à l'intervention décisive d'un socialiste pacifique, socialiste de la première heure, hein, et de toujours d'ailleurs, Pierre Laval, qui fut après Premier ministre de Pétain. Oui, les deux piliers de la collaboration avec les nazis tout au long de l'occupation de la France étaient l'un socialiste, ancien membre de ce qu'on appelait la SFIO à l'époque, qui s'appelait Marcel Déat, et l'autre un ancien chef du Parti communiste français, ancien membre de l'Internationale communiste, qui s'appelait Jacques Doriot. Voilà. Hein. Oui, de très nombreux socialistes et communistes se retrouvèrent dans la collaboration avec Hitler. Et puis le grand communiste Maurice Thorez, n'hésitant pas en pleine guerre en octobre 1939 à déserter pour rejoindre l'URSS. Voilà. Il faudrait rappeler aussi que le premier gouvernement Pétain de juin 1940 était composé quasiment que d'hommes de gauche. Alors, je rappelle qu'Elisabeth Borne vient du Parti socialiste avant de rejoindre les macronistes. Eh ben, on peut dire que son mentor, François Mitterrand, rappelons, fut décoré de la Francisque par Pétain, et que ce même Mitterrand reçut plusieurs fois son ami René Bousquet, celui qui organisa la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942, qui devait conduire des milliers de juifs à la déportation et à la mort. Voilà. Hein. Donc il y a des jours où il vaudrait mieux tourner 7 fois la langue dans sa bouche plutôt que d'aller essayer de nouveau de diaboliser. Ben, c'est ce qu'on appelle faire diversion. Vous voyez, on essaye de diaboliser un parti concurrent qui est de plus en plus dangereux. Pour faire oublier que depuis 6 ans, Macron est au pouvoir et que la situation dépérit et que la situation de la France est de pire en pire, malheureusement. Bref, allez, je vous laisse, à très bientôt. Partagez s'il vous plaît. Voilà, je voulais simplement expliquer des faits. Et les faits, c'est l'histoire. Voilà, bref, à très bientôt. Au revoir.